Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler book haul du mois de juillet. J'ai pas mal de petits livres à vous présenter, donc je dis petit puisque petit par le prix, puisque j'ai profité beaucoup de l'OP All Stars qui donc a lieu en normalement plutôt la dernière semaine de juin ou première semaine de juillet. Donc c'est une opération, si vous ne connaissez pas, qui a lieu tous les ans et qui regroupe certaines maisons d'édition en fait qui vont créer un site sur lequel ils vont mettre à disposition des clients des livres à 1,99 € en e-book. Donc du coup c'est sûr que ça permet de faire un peu le plein pour l'été, voire pour l'année à venir. Donc je me suis un petit peu lâchée sur ces livres-là, donc vous verrez j'en ai pas mal à vous présenter. Encore une fois, j'ai tout rangé par catégorie, comme ça ça permet que vous puissiez jumper directement sur la catégorie ou le type, le genre de livre qui vous plaît le plus. Donc aujourd'hui on va discuter contemporain, historique, fantasy évidemment, et pour une fois on aura un livre pour enfants, ados, puisque j'avais envie d'introduire un peu plus aussi ce genre-là dans mes lectures. Donc, on commence tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, ça va être celui qui est donc dans la catégorie jeunesse, puisque j'en ai qu'un. Comme ça, on va passer cette catégorie rapidement si ça ne vous intéresse pas. Il s'agit donc du livre qui se nomme Le Fort Intérieur et la sorcière de l'île Moufle de Stella Benson, qui semblerait-il est un livre qui n'est pas tout jeune, parce qu'il me semble qu'il est sorti quand même il y a bien 50 ans. Donc c'est assez intéressant aussi de voir un livre qui est a priori traiterait plus ou moins du féminisme, mais du coup qui a été écrit dans une autre époque. Enfin moi c'est un peu ça qui m'a attirée dans ce livre-là. Et je vous lis du coup le résumé, puisque c'est très court, pour vous donner une idée un peu de l'ambiance du livre. Donc, le regard sans cesse accroché au ciel, constellé de bombes allemandes, Sarah Brown n'a pour toute richesse que sa valise baptisée Humphrey. De bonnes intentions et une bienveillante inefficacité. Mais lorsqu'elle croise la route du fidèle Harold, un balai égaré par une sorcière londonienne, c'est pourtant bien à elle qu'il incombe de le restituer à sa propriétaire. Avec son chien David, ou David, Miss Brown découvre alors l'île Moufle, nichée entre la forêt enchantée et la commune de la Féerie, où se dresse une petite maison curieusement nommée le Fort Intérieur. Donc voilà, je trouvais que ça avait l'air super mignon, il y avait quand même une vraie ambiance, enfin on retrouve plein de codes quand même du fantastique, etc. Et j'avais vraiment envie de voir comment cette petite femme va s'en sortir et avec tout, qu'est-ce qui va lui arriver, quels vont être ses petits tracas. Ça a l'air vraiment tout chouchou. Donc écoutez, on verra bien. Je pense que je vais bientôt me faire une petite session avec que des livres jeunesse, parce qu'en fait j'en ai quand même 3-4 dans ma palle. Qui me font super envie et qui ont toujours une touche comme ça de fantastique dedans, hein, ça vous pouvez vous en assurer. Et donc voilà, donc je me dis ça sera l'occasion d'intégrer celui-là avec les autres. J'ai ensuite 3 contemporains à vous présenter. Donc moi dans mon genre on va dire contemporain à la Marion, j'ai mis du coup tous les livres qui se passent plutôt à notre époque. Même s'il y a un peu de romance, même s'il y a un petit peu touche de fantastique, on va dire que c'est pas forcément ce qui est le plus prenant dans l'histoire. Mais voilà, en gros pour moi ils sont pas catégorisés romance contemporaine. Donc du coup je mets un petit peu tous ceux qui sont pour moi un peu hors catég, fantasy et romance ou historique pur, je les mets dans contemporain. Donc là j'ai pris 3 livres. Le premier que j'ai pris c'est Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Donc qui est un livre d'une autrice qui est japonaise. Donc moi la difficulté c'est que les auteurs japonais ça va un peu comme ça, c'est-à-dire que de temps en temps je lis quelque chose qui arrive au bon moment, j'ai un coup de cœur, enfin franchement typiquement Les Délices de Tokyo, j'avais adoré ce livre, enfin franchement il était tellement touchant, j'avais été transportée et tout, j'avais adoré. Et plus récemment j'en ai lu un autre, écoutez je l'ai même plus tellement je l'ai vendu parce que ça m'a pas transportée, je vous mettrai son nom. Il avait fait d'ailleurs beaucoup de bruit, je me demande si c'était pas La bibliothèque des rêves disparus ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le titre pour que ça soit quand même un peu plus pertinent. Et ça l'a pas trop fait. Donc du coup, bon écoutez, je retente quand même l'expérience avec celui-ci où on va suivre a priori Madame Cacao, qui est une gentille dame qui est une habituée d'un café où elle vient régulièrement pour boire une tasse de chocolat chaud et écrire une lettre. Et elle fait ça tous les jours et on sait pas trop pourquoi, jusqu'au jour où apparemment elle éclate en sanglots et on va enfin découvrir son histoire. A priori c'est un roman choral à 12 voix, donc c'est quand même
Voilà, ça a l'air d'être... on va a priori découvrir pas mal de personnages et pas mal d'histoires, donc écoutez, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner et de voir où je vais me situer du coup sur mes vagues de la lecture japonaise. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond, donc dans une ancienne OP All Star d'il y a 1 an ou 2 ans. En fait, j'avais pris aussi un livre de Lucy Diamond qui était de la même série, mais en fait, je ne savais pas que c'était un tome 2. Et donc, du coup, quand j'avais commencé à lire le livre, j'étais un peu perturbée, parce que je me dis, je comprends pas, on nous présente rien et tout. Et donc, bon, ensuite, j'ai compris que j'avais pas le tome 1. Donc, cette fois, je me suis rattrapée. Parce que oui, il faut savoir que dans l'OP All Star, d'une année à l'autre, on peut retrouver les mêmes livres. Donc, ça peut être quand même assez intéressant s'il y en a qui vous font envie. De les spotter, déjà de voir dans l'année s'ils sortent, mais même si vous l'avez loupé, les années suivantes potentiellement ils peuvent revenir, donc ça peut être assez cool. C'est pas le cas de tous, donc néanmoins n'hésitez pas à les prendre si vous font super envie. Et donc dans Rendez-vous au Café du Bonheur, on va suivre Evie Flynn, qui apparemment a toujours été un peu le vilain petit canard de sa famille, qui a vivoté parce que c'est une artiste, parce que c'est une rêveuse, elle a fait actrice, chanteuse, voilà, enfin bref. Et au final, comme elle avait échec sur échec, elle a décidé de s'établir avec un fiancé a priori terre à terre, voire un peu ennuyeux, dans une vie très très plan-plan, où elle s'ennuie fermement, jusqu'au jour où malheureusement sa tante préférée décède et lui lègue un petit café dans une ville portuaire ou balnéaire, je sais pas trop. Et elle va donc devoir reprendre la direction de cet établissement. Donc écoutez, moi je trouve qu'il y a une vibe vraiment très... la petite boulangerie du bout du monde, le cupcake café, donc franchement ça me tente plutôt bien parce que c'est typiquement le genre de contemporain que j'aime bien. Et le troisième livre, vous allez rigoler parce que franchement on est vraiment dans le même thème que celui d'avant, c'est Le Salon de thé du bonheur retrouvé de Céline Godel. Donc là j'ai l'impression qu'on est un peu dans une version à la française on va dire du coup du Rendez-vous au Café du Bonheur. Donc là on suit Candice qui a perdu son mari et qui donc forcément est assez déprimée, etc. Et sa fille, qui s'appelle, attendez que je vous dise pas, Mathilde, se voit offrir en fait la possibilité de reprendre une boulangerie et son salon de thé dans le nord de la France. Et donc elle va la suivre pour justement quitter un peu sa mélancolie et changer un peu de vie et voir si ça peut lui permettre de surpasser la mort de son mari. Donc écoutez, ça a l'air pas mal. En plus à la fin ils disent elles devront réapprendre à sourire à la vie, chacune à sa manière, au bonheur qui frappe à leur porte en cette période de Noël. Donc potentiellement il y a quand même une grosse vibe Noël, donc je me le garderai peut-être du coup pour la période de novembre, début décembre. Ensuite on va passer à la catégorie historique puisque j'en ai acheté 4 ou 5, donc je me suis un petit peu lâchée sur cette catégorie. Et donc du coup je vais aussi vous présenter un livre physique puisque mon cher et tendre mari m'a offert cette magnifique édition des 4 filles du Dr March, là qui s'appelle Les 4 sœurs March, de Louisa May Alcott aux éditions Hauteville. Donc ils ont fait paraître cette édition il y a un petit moment qui était trop belle et dedans il y a des illustrations du coup de l'illustrateur qui avait réalisé les premières illustrations estampes, je sais pas trop ce que c'était, à l'époque de la sortie du livre. Donc franchement je trouve ça génial parce qu'il y a un côté un peu historique, ancien et on va dire vrai, qui est donc disséminé dans les pages de ce livre, donc je trouve ça génial. Franchement, je sais pas si je vous fais l'affront quand même de vous raconter l'histoire des 4 filles du Dr March si vous la connaissez pas. Je le fais quand même très rapidement, mais on va suivre du coup une sororité, donc 4 sœurs qui vivent pendant la guerre de sécession alors que leur père est parti au front et elles sont toutes seules avec leur maman et chacune du coup va vivre une série de péripéties liées très fortement à leurs ambitions, leur personnalité et leurs envies dans la vie. Donc on va avoir Jo qui est donc cette écrivaine qui est un peu tête brûlée, qui ne pense qu'à la liberté, qu'à vivre sa vie un peu féministe avant l'heure. On va avoir Meg qui est beaucoup plus traditionnelle, qui va vouloir vraiment une vraie vie de famille mais qui a aussi cette envie qui la dévore un petit peu de vivre un peu une vie de princesse quoi. Et on va avoir Amy qui est l'artiste mais qui est toujours un peu en jalousie de ses sœurs et qui cherche aussi sa place dans cette sororité puisque c'est la dernière. Et on a Bess
Oui. Bess, qui est plutôt eh bien, la sœur un petit peu plus introvertie, un peu plus cachée et plus sensible des 4. Donc chacune a vraiment une personnalité extrêmement différente et donc va vivre une vie dont je ne peux rien vous raconter parce que ça serait quand même fort dommage, mais c'est incroyable et je ne l'avais jamais lu. Je l'ai lu beaucoup quand j'étais enfant, dans une version du coup qui ne faisait pas 800 pages bien évidemment. Et ensuite j'ai vu toutes les adaptations possibles, inimaginables, je pense, sur le livre. J'ai même lu des livres qui sont plus ou moins des espèces de remakes des 4 filles du Docteur March, mais voilà, j'avais jamais lu l'œuvre originale en entier, et donc bah écoutez, ça sera forcément pour cette année, puisque ça fera partie de mes résolutions livresques que je vous présenterai dernière semaine d'août. Donc voilà pour le livre en physique. Ensuite j'ai pris des livres du coup pendant l'OP All Star, et notamment j'ai pris un livre de Lucinda Riley, donc qui est celle qui a écrit, vous savez, les 7 sœurs, enfin la saga des 7 sœurs je crois que ça s'appelle, que j'ai pas lu malheureusement, mais qui me fait assez envie, donc je pense que ça viendra. Et donc là j'ai pris La Rose de Minuit, qui est donc l'histoire d'une actrice qui s'appelle Rebecca Bradley, qui arrive à Astbury Hall, qui est donc un vieux manoir qui sert de décor dans un film qu'elle est en train de tourner, et il s'avère qu'elle se rend compte qu'elle est physiquement extrêmement proche d'une dame qui habitait là il y a plusieurs dizaines d'années. Et du coup ça l'interpelle un peu, elle a envie d'en savoir plus, et il s'avère qu'au même moment, il y a justement un homme qui arrive dans le manoir pour faire des recherches historiques sur cette femme-là. Et donc tous les deux vont se liguer, entre guillemets, pour remonter les traces du passé et voir un peu qui était cette femme, dont elle se sent aussi proche sans même la connaître. Donc écoutez, ça a l'air pas mal, moi j'aime bien ce genre d'histoire qui mêle un petit peu mystère, historique, etc. Donc, puis très probablement un peu de romance. Donc écoutez, on verra, je vais donner sa chance à Lucinda Riley et on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un livre qui me faisait mais tellement envie dans les éditions Charleston, donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Franchement, les éditions Charleston, s'il y a des livres qui vous font envie, mais précipitez-vous sur l'OP All Star, parce que vraiment ils en proposent plein. Parfois ils en proposent vraiment dès qu'ils sont sortis il y a très peu de temps. Et de toute façon, en général, avec Charleston, on est très rarement décis sur la qualité des récits, donc là, moi je suis trop contente. Je me suis pris du coup L'Étoile de la Liberté d'Oriane Lapouge, et il a l'air incroyable. C'est l'histoire du coup de Mary, en 64, qui est une journaliste mais qui s'ennuie à écrire des trucs dans l'Ohio où il se passe pas grand chose selon elle, et qui donc décide de prendre la route du Mississippi pour aller couvrir du coup les événements autour de l'accès aux Noirs au droit de vote, dans les États du Sud. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ségrégation, racisme, violence, etc. Et il s'avère qu'en plus de tout ça, qui doit déjà permettre au récit de mettre un environnement bien lourd et bien impressionnant sur ce livre, elle va découvrir dans des décombres des carnets qui vont retracer l'histoire d'esclaves qui se seraient enfuis et de toutes les personnes qui les auraient aidés. Et donc a priori on va suivre 2 temporalités, donc ça c'est un thème qu'on retrouve quand même extrêmement, enfin c'est une structure qu'on retrouve extrêmement souvent dans les récits Charleston. Donc moi j'adore ça, je trouve ça génial, et en plus là il y a le côté esclavage dans les années 1860 plus ségrégation dans les années 1960. Franchement ça a l'air d'être une pépite sans nom, donc je vais le dévorer, mais en un rien de temps celui-ci. Le livre suivant, c'est un livre qui me fait super envie aussi parce que ça parle de livres, donc forcément les livres qui parlent de livres pour les amoureux des livres. Que demande le peuple. Et donc là pardon, excusez-moi, avant de dire on va suivre, je veux quand même vous présenter le titre. Il s'agit de Les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis. Et pareil, on va être dans une double temporalité, donc on va suivre en 1913 Laura Lyons, qui est donc mariée au directeur de la New York Public Library, donc la bibliothèque publique de New York. Et ils ont donc 2 enfants, elle vit sa petite vie tranquille et tout, sauf qu'en fait elle est beaucoup trop passionnée, elle a trop envie en fait d'apprendre, et donc elle décide de devenir journaliste. Et c'est comme ça qu'elle fait la connaissance d'un espèce de club féministe où les femmes clament haut et fort leurs opinions. Et jusqu'au jour où elle se rend compte, on sait pas trop comment, que des livres hyper rares, hyper importants disparaissent de la bibliothèque publique. Et bien des années plus tard, on va suivre du coup une petite descendante de Laura Lyons qui elle aussi travaille à la Public New York Library,
qui est en charge a priori de collection et qui doit préparer une exposition jusqu'au jour où des livres mystérieusement disparaissent. Donc écoutez, on va un peu voir qui, pourquoi, quelle est l'histoire avec le féminisme, comment tout ça est entremêlé les choses les unes avec les autres, on va y arriver. Donc franchement, non, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, ça a l'air vraiment d'être assez intriguant comme livre. Le livre suivant, je trouve qu'il a une grosse vibe enfin pas un petit peu, non, il a quand même une bonne vibe Downton Abbey. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Ça s'appelle Le Manoir aux Roses de Tracy Rees. Et donc là on va suivre Mabs qui va être engagée comme dame de compagnie d'une dame qui s'appelle Abigail, qui vit dans un manoir du coup avec son mari mais qui semble toujours assommée par les somnifères, toujours un peu agressive, un peu lunatique. Et donc bon, elle se dit bon écoutez moi c'est un travail de rêve, je suis trop contente d'être là, mais au fur et à mesure qu'elle va parler avec les autres domestiques, apparemment elle va découvrir des secrets et se rendre compte que finalement le mari dit d'Abigail qu'elle est malade et que c'est comme ça qu'elle doit vivre, mais que cela cache peut-être au final bien autre chose. Donc ça a l'air plutôt cool parce qu'on a un peu l'impression qu'on va suivre du coup Mabs qui est un peu infiltrée dans le manoir pour voir quel est le sombre secret que cache cette famille, et je pense que ça peut être assez divertissant. Et le dernier historique que j'avais envie de vous présenter se nomme Les Feux de Beltane de Sarah McCarr. Dans ce livre on va suivre deux personnages qui s'appellent Rory et Mairy. Alors je suis désolée si j'ai écorché le nom, ça se prononce pas comme ça, m'en voulez pas. Et donc en fait Rory c'est un chef de clan, donc c'est l'héritier du clan MacDonald, donc ça se passe en Écosse, hein, donc cherchez pas, hein. Forcément un peu de romance, un peu d'historique en Écosse, le truc il était vendu quoi. Et donc on va suivre Rory qui est donc le futur chef du clan MacDonald et qui va tomber dans une embuscade et qui on ne sait pourquoi, on ne sait comment, va être sauvé par Mairy qui semblerait être une jeune femme intrépide à la langue bien acérée. Et tous deux finalement vont se liguer pour comprendre un petit peu bien qui cherche à faire tomber le clan MacDonald et prendre leur place en tant que laird visiblement de là où ils habitent en Écosse puisque ce n'est pas mentionné. Donc ils disent que c'est quand même hashtag romance historique, danger, complot et légende celte. Franchement ça a l'air plutôt cool. Donc bah écoutez, ça me dit bien. Moi j'ai bien envie de commencer un peu les romances écossaises parce que je me rends compte que, donc moi je suis tombée dans Outlander, j'allais dire, je suis tombée dans Outlander quand j'étais petite, mais non pas du tout. Donc je suis tombée dans Outlander quand j'étais quand même, enfin ça fait bien une dizaine d'années, plus que ça même, parce que c'était avant la série. Et du coup, ça fait quand même un bon gros moment que je lis ça, mais je me rends compte que c'est la seule que j'ai lue finalement, Outlander, sur l'Écosse, alors que j'adore l'Écosse et que c'est un pays qui me passionne et où j'adore aller. Et donc je me dis mais en fait les romances historiques en Écosse, il y a vraiment moyen que ça me hype énormément. Donc bah écoutez, on va commencer par celle-ci, on verra ce que ça donne. Et si vous avez des recos à me faire dans ce genre, franchement n'hésitez pas. Ça me fera plaisir. Et pour finir, on va passer dans la catégorie des livres de fantasy, puisque j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à vous montrer. Oui, j'ai un petit peu abusé. Je commence par les livres physiques, puisqu'il y en a certains que je vous ai déjà présentés dans mon bilan de lecture du mois de juillet. Donc on va passer assez rapidement dessus, et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous conseille du coup d'aller voir la vidéo d'avant. Sur le sujet. Donc le premier livre que j'avais envie de vous présenter, évidemment, c'est L'Ascension d'une héritière de Chloé C. Peñaranda. Désolée, je suis obligée de le dire parce qu'à chaque fois je veux vraiment pas l'écorcher celui-là parce que je l'ai adoré. Donc comme je vous dis, vous irez voir dans ma vidéo du bilan de lecture ce que j'en ai pensé, mais vraiment méga coup de cœur pour ce livre. Donc là, dans ce livre, on va suivre Faith, qui est donc une jeune femme qui vit dans un royaume de fae. Mais c'est pas les fées les plus sympathiques envers les humains, donc bon, ce qui est d'ailleurs un petit peu toujours le cas en vrai, hein. Donc c'est un peu cette haute société, on va dire, où ils sont incroyablement beaux, incroyablement puissants et incroyablement impitoyables envers les humains. Et donc finalement, ils s'octroient un peu toutes les richesses du royaume et toutes les denrées, et puis les humains sont un peu les laissés pour compte qui vivent à l'extérieur du coup des remparts du royaume et qui doivent se contenter plus ou moins des restes. Donc ça c'est un peu on va dire l'environnement dans lequel Faith vit, et elle c'est une jeune femme qui malheureusement a un peu tout perdu et qui vit avec son meilleur ami qui s'appelle Yakon. Oui je crois que c'est ça.
et qui est une escrimeuse hors pair, mais voilà, elle le montre pas trop parce qu'on est quand même dans un monde où justement voilà, on préfère que les humains soient les petits agneaux un peu faiblards qui travaillent pour le compte du royaume et qui se font pas trop remarquer, et notamment les femmes. Donc du coup, elle en parle pas trop, mais c'est vraiment une passion. Jusqu'au jour où elle va croiser Nick, qui est un fae, qui est un garde, a priori, du roi, et qui... Enfin, je sais pas, on sait pas trop pourquoi, mais qui a vraiment une connexion en fait avec cette personne-là. Et la nuit, va se rendre compte qu'elle peut se faufiler dans son esprit. Et donc qu'elle est ce qu'on appelle une noctiste, qui est normalement plutôt un pouvoir réservé aux fae, qui est un pouvoir qui permet donc de s'insérer dans les rêves des gens, voire dans les esprits des gens. Et donc forcément va se lier une relation entre Nick et Faith pour comprendre un peu pourquoi une humaine de nulle part commence à développer des habiletés magiques qui ne sont normalement réservées qu'aux fae. Et elle va s'embourber dans ses mensonges en voulant protéger les gens qu'elle aime, etc. Enfin bon bref, c'était incroyable. Vraiment la relation entre les personnages principaux est vraiment très 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 bien menée. J'ai adoré l'héroïne principale, que j'ai trouvée super attachante. C'est vraiment un livre qui est basé sur les relations, beaucoup moins que sur le world building, même si on sent qu'il y a un world building derrière qui est extrêmement riche. Et donc vraiment je vous le conseille 1000 fois. Donc n'hésitez pas. Donc évidemment j'ai pris ça en juillet. Et puis bah, j'ai pris ça, hein, qui était la suite directe, parce qu'à la fin du premier tome, j'ai fait bah en fait c'est pas possible de nous laisser comme ça. Donc j'ai acheté le 2 puisqu'il venait tout juste de sortir chez De Saxus du coup, et donc j'ai foncé parce que vraiment très très gros coup de cœur pour le moment pour cette série, et je vais bientôt lire le 2 du coup. Je me le garde pour début septembre. Le deuxième livre que je me suis procuré, c'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig aux éditions Sabran, qui est une édition... Franchement, on peut prendre 2 secondes pour se dire quand même que trop beau. Bon, on n'a plus grand chose à envier aux éditions américaines si ce n'est leur prix. Parce que bon, quand même un peu, hein. Maintenant, quand on voit un livre, il faut quand même compter entre 24 et 28 euros, c'est quand même assez cher, on va pas se mentir. Mais bon, écoutez, ils font des efforts, c'est absolument sublime, donc c'est sûr que bon, on peut rien... voilà, on peut pas trop se plaindre par rapport à avant, on n'avait absolument rien. Néanmoins, écoutez, je suis pas du tout déçue d'avoir acheté ce livre parce que pour le coup, celui-ci, il était incroyable. Donc j'ai vraiment adoré. On suit donc dans un univers qui est complètement différent de l'Ascension de l'héritière, une jeune femme qui s'appelle Faith qui vit dans un royaume où la magie est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C'est-à-dire que donc ils vivent dans un royaume qui est... entourée, on va dire, de forêt et entourée d'une brume qui est une espèce de brouillard, et quand les gens la respirent, la touchent, ils peuvent en fait développer des pouvoirs, enfin des habiletés magiques, mais ils développent aussi ce qui est appelé la dégénérescence. Donc c'est-à-dire que leurs habiletés vont petit à petit les grignoter et les faire se développer en quelque chose de mal en fait. Donc ça peut être une déférence physique, mentale, etc. Pardon, je perds ma voix. Et le roi, comme il ne souhaite pas en fait qu'il y ait pas mal de gens de sa population qui développent comme ça des habiletés magiques, puisque lui en fait a en son pouvoir des cartes, puisqu'il y a en fait un espèce de jeu de tarot plus ou moins, où chaque carte vous donne aussi une habileté magique extrêmement puissante, et bien dès qu'en fait quelqu'un est plus ou moins touché par la fièvre, ce qu'ils appellent la fièvre, bah il le traque et il l'assassine. Donc c'est gay. Et clairement, donc, pas Faith, je vais dire Faith la pauvre, Elspeth, pas facile hein, comme nom, et donc une jeune femme qui a été touchée par la fièvre et qui se cache, qui cache concrètement qu'elle a des habiletés, puisque elle, son habileté, c'est qu'elle peut voir les cartes en fait, même si les gens ne les montrent pas, elle peut les voir, elle voit leur aura. Et elle a une deuxième petite habileté bien spécifique et bien à elle, c'est qu'en fait elle est habitée par un monstre qui lui parle. Donc ça fait un peu penser Saga Nevernight avec son chat là, sauf que bon c'est pas une entité extérieure, là pour le coup elle est vraiment habitée par ce monstre là. Et donc Elspeth, avec tout ce qui l'habite et lui arrive, essaye quand même de se cacher. Malheureusement elle fait quand même partie d'une famille extrêmement puissante et extrêmement importante, et donc un jour elle va faire la connaissance de Ravin, qui est donc le neveu du roi.
qui malheureusement est quand même chef de la garde qui traque les gens qui ont des pouvoirs. Donc autant vous dire que ça a fait un sacré mélange, mais c'est un livre qui était absolument génial, donc écoutez, je vous conseille 1000 fois. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que j'en ai pensé, sur un petit peu les détails de sa qualité, et ben je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur mon bilan de juillet. Et finalement, dans les livres physiques que j'ai acheté, bon c'est un peu dur aujourd'hui, hein, ce mois-ci, j'ai pris Karma the Witch de Charlie Morrigan. Qui avait été recommandée par Livromancienne, qui est une personne que je suis du coup sur YouTube et que j'aime beaucoup ses sélections, j'aime beaucoup ses avis, donc franchement je vous conseille. Et donc elle avait montré ce livre et franchement, mais direct elle en a parlé, il était dans ma wishlist et il était dans ma boîte aux lettres quoi, quelques jours plus tard. Et donc Karma the Witch, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui se fait plus ou moins larguer par sa meilleure amie qui a plus du tout envie d'entendre parler d'elle, mais on sait pas trop pourquoi, et qui est complètement fan des ensorceleuses et de Charmed, et qui se dit bah un soir je vais faire un petit rituel pour ramener la tendresse dans ma vie. Sauf qu'au lieu de ramener la tendresse, elle se coltine un chat qui parle. Et donc elle appelle ses tantes un peu paniquées, et ses tantes en fait lui apprennent qu'elle est une sorcière. Et donc elle va rentrer dans une petite bourgade qui s'appelle Wolfsbane Hills, où elle va commencer son apprentissage de la magie, et en plus tomber à nouveau sur son amour de jeunesse qui s'appelle Matt. Et donc évidemment, il y a marqué parfait pour les fans de Les Ensorceleuses et la société très secrète des sorcières extraordinaires, j'ai envie de dire, mais que demande le peuple? Donc moi qui avais très envie de me faire un automne sous le thème de la cozy fantasy, je suis hyper contente d'avoir trouvé ce livre depuis le temps qu'on veut des bouquins. Enfin en tout cas moi, je parle pour tout le monde mais d'abord pour moi, des bouquins en tout cas qui sont dans les thèmes sorcières, cozy vibes, les ensorceleuses et tout, mais j'espère que celui-là ça sera le gros lot parce qu'il a l'air vraiment, enfin il a l'air en tout cas d'avoir tous les éléments qu'on aime, donc écoutez, celui-là je vous en parle dans très peu de temps. Et on enchaîne enfin avec les derniers livres que j'ai achetés du coup pendant l'OP All Star, qui sont de la fantasy, donc ce sont des e-books, et je pense qu'on va se dire que je ferai jamais de vidéos courtes, ça ne va pas arriver. À chaque fois que je dis je me dépêche, je vous présente et tout rapidement et tout, ça dure toujours 30 minutes. Moi je pense qu'il y a un vortex spécifique, j'allume ma caméra, il y a 30 minutes qui passent, cherchez pas. Quoi qu'il en soit, j'ai pris L'ombre des dieux de John Green, et ça c'est vraiment un livre qui me faisait envie depuis hyper longtemps parce que Perus Project en avait parlé en disant que c'était hyper bien, et que je pense que je l'avais déjà mentionné, mais c'est une personne sur YouTube, si vous aimez la fantasy et que vous parlez anglais ou vous comprenez bien l'anglais, n'hésitez pas à la suivre, elle a grave de recos, et pour le coup c'est vraiment de la fantasy, hein. C'est pas du young adult fantasy, c'est pas de la romantasy, elle lit énormément de fantasy pure, et donc c'est hyper intéressant pour avoir de temps en temps voilà, des titres qui pourraient vous plaire avec des environnements un peu spécifiques, parce qu'elle lit vraiment une palette de genres au sein même de la fantasy assez diversifiée, donc je vous conseille. Et donc elle avait dit que L'ombre des dieux c'était hyper bien, et donc ça me faisait assez envie. Mais c'est... Comme je vous l'avais mentionné, ça a l'air d'être un peu complexe. Donc on est dans un monde où il semblerait qu'il y ait eu une guerre qui a mené à l'extinction des dieux, mais qui a dévasté absolument tout et qui a ouvert plus ou moins une espèce de monde où les monstres viennent et détruisent tout sur leur passage, donc il semblerait que ça soit pas trop la joie quand même. Et au sein du coup de cette terre dévastée, on va dire, nous suivons pas mal de gens qui essayent de survivre, donc 3 personnages a priori au minimum. Il semblerait aussi qu'il y a une espèce de mal qui est en train de surgir en fait. J'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, c'était déjà pas assez la merde. Et qu'en plus de ça, ça amène à la disparition d'enfants. Bon vraiment, je pense que on a le tableau d'un... Vous savez les mèmes là où on vous dit quel est le genre de fantasy dans lequel vous voudriez vivre, bah clairement ce sera pas celle-là. Et donc on va suivre 3 personnages, donc Orca qui est un ancien guerrier mais qui a décidé de raccrocher pour élever son fils, mais qui finalement reprend son épée et va se battre lié à la disparition d'enfants, donc j'espère que son fils n'a pas disparu, mais bon, il semblerait que ça soit quand même une bonne raison pour lui de reprendre son épée. Donc on a lui, on a Varg qui est un ancien esclave qui cherche les assassins de sa sœur et qui va se retrouver mêlé dans un groupe de mercenaires, voilà hein. Et on a un dernier qui s'appelle Elvar, qui est aussi un mercenaire, mais qui lui apparemment a un sombre passé et se cache plus ou moins.
Et il semblerait qu'en plus de ça, par-dessus toute cette histoire absolument joyeuse, un nouveau conflit émerge. Donc comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Donc ça a l'air d'être, écoutez, ça a l'air un peu chaotique là quand je vous le raconte, mais déjà la description est comme ça, et en plus de ça c'est pareil, ça part dans tous les sens. En revanche, il semblerait qu'il y ait des dragons, des monstres, ça a quand même un côté assez celtique, viking, etc. Donc je pense que ça peut être hyper bien. Mais comme toute grosse fantaisie adulte, je pense que c'est un engagement. C'est-à-dire que quand vous y allez, vous dites allez c'est parti, on y va. On est parti dans l'aventure pendant 800 pages, allez. Et donc je pense que ça va être assez tough. Donc ça c'est pas le genre de livre que je sors comme ça de la palle en mode j'ai envie de me faire un petit bouquin. Non. Ensuite il y a un livre qui me fait envie depuis hyper longtemps et quand j'ai vu qu'il était dans l'OP j'étais comme une dingue. C'est L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Qui est donc un livre pareil, hein, c'est de la fantaisie adulte, je pense que là on n'est pas là pour rigoler. Hein. Donc on va suivre un univers où on a deux mondes qui s'appellent Ombre et Rive. Il semblerait que Rive ça sera plus ou moins l'équivalent de notre monde contemporain et Ombre un monde complètement fantaisie, et donc on suit Enora qui peut passer à travers les mondes. Et le jour où sa famille est assassinée dans le monde de Rive, elle décide de passer dans le monde d'Ombre et je pense plus ou moins de refaire sa vie, ou en tout cas d'échapper à ce qui lui est arrivé. Et elle va faire la rencontre de Raven, qui est donc une princesse rebelle qui veut reprendre son trône. Et donc toutes les deux vont se lier pour aider Raven à remonter sur le trône d'Ombre. Donc on n'en sait pas beaucoup plus que ça, mais je sais que ce livre avait vraiment été cité un nombre de fois incalculable comme étant vraiment un livre de fantasy incroyable. Donc écoutez, comme cette année j'ai aussi envie beaucoup plus de lire de la fantasy adulte où on va vraiment être sur des gros world reading, parce que c'est, je trouve, quand même l'élément qui me manque le plus souvent dans les fantasy ou les young adultes ou la romantasy que je lis, c'est ce côté très univers hyper riche. Faut quand même avouer que, à part Throne of Glass qui vous fait quand même 6, 7, 8 tomes avec un univers où on sent qu'il y a plein d'endroits, les gens vont, etc. et tout, et même là, on n'a pas un système de magie ultra méga développé, ça aurait pu être encore plus développé je pense, mais c'est quand même vraiment très bien pour du young adulte. Bah, je trouve que c'est souvent ça un peu qui pêche, et c'est pour ça d'ailleurs que dans mes lectures romantasy ou young adulte, vous allez quand même souvent retrouver cet élément-là que je vais chercher, c'est-à-dire une ambiance, un environnement particulier, etc. Parce que juste le côté, il y a une petite romance et il s'avère qu'il y en a un qui a un fae et il y en a un qui a un vampire ou whatever, bah ça me suffit plus en fait aujourd'hui dans mes lectures. Donc écoutez, je pense que L'héritage des rois passeurs ça peut être une bonne introduction dans ce genre-là. À suivre. Ensuite j'ai pris deux fantasy mais qui sont plutôt du fantastique, donc c'est-à-dire qu'on va s'écarter un peu de KPDP, KPDP. On a l'impression qu'on parle de 30 mousquetaires, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Le côté un peu médiéval, épée, créatures, etc. Et plutôt se mettre dans du fantastique, donc c'est-à-dire plutôt notre monde avec des éléments paranormaux. Et donc le premier livre que je me suis pris, c'est Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner, qui est la même autrice qui avait écrit The Lost Apothecary, que j'avais pas adoré malheureusement. L'ambiance avait l'air trop cool parce qu'on suivait une une jeune fille qui reprenait une apothicaire et qui vendait des poisons, si je me souviens bien. Vous voyez, c'est un peu flou. Mais franchement, j'avais pas du tout aimé la structure du récit, j'avais pas aimé la plume de l'autrice et tout, donc du coup, je me dis, est-ce que ça va être bien cette fois? Mais le thème, encore une fois, a l'air vraiment trop cool, donc bah écoutez, on va voir. Donc là, on est en 1873 et on va suivre finalement une société, vous savez, qui est un peu penchée dans l'occultisme et tout, et je pense que c'est assez représentatif parce que de cette époque victorienne, qu'on peut voir aussi dépeinte dans Penny Dreadful, la série, je sais pas si ça vous parle, qui est une série trop bien, by the way. Si vous avez envie un peu de ce genre d'ambiance, n'hésitez pas, c'est vraiment très bien fait. Et donc où on voit que les gens aimaient bien se rassembler le soir pour appeler les morts, etc., avoir des réponses et tout, donc en tout cas était un peu penché dans ces choses-là. Et donc là on est vraiment dans ce thème-là, puisqu'on va suivre Vaudeline, qui est donc une spirit, qui est donc en gros une nana qui parle aux esprits, et qui est connue dans le monde entier pour justement trouver les assassins de victimes de crimes. Et donc il y a une autre jeune femme qui s'appelle Lena, qui va vouloir la suivre parce qu'elle veut savoir qui a assassiné sa sœur. Et donc,
Toutes les deux vont être ensemble à Londres parce que Vaudeline est censée faire la lumière sur un crime et va se retrouver mêlée à la Société des sciences occultes de Londres afin de résoudre du coup ce mystère. Mais au fur et à mesure, elles vont se rendre compte qu'elles vont elles-mêmes s'empêtrer dans cette enquête-là et limite être perçues comme des suspects principaux. Enfin, oui c'est ça. Et donc voilà, donc ça a l'air d'être un petit peu emmêlé parce qu'on sait pas trop comment Lena elle rentre en contact avec Vaudeline, on sait pas trop pourquoi elles sont à Londres, qu'est-ce que cette société va avoir dans cette histoire de crime et tout. Bon, ça a l'air d'être un petit peu alambiqué la façon dont c'est raconté, donc dans le synopsis en tout cas. Écoutez, on verra ce que ça donne. Moi, je trouve que ça a l'air très cool. Encore une fois, j'attends de voir si la structure et le format me convient. Et le dernier livre qui a l'air plutôt mignon et tout rigolo, ça s'appelle Manoir magique et petit tracas de K.F. Breen. Et donc là, il semblerait qu'on suive une femme qui est un peu en crise de la quarantaine puisqu'elle s'est fait plaquer par son mari et que son fils a quitté le cocon. Et qu'elle se dit en fait je vais pas passer ma vie à me morfondre, je vais me prendre en main et je vais aller m'occuper d'un manoir vieux de plusieurs siècles et habité par un étrange majordome pas très commode et voilà, et démarrer une nouvelle activité. Mais il semblerait que lorsqu'elle arrive, le manoir cache bien des secrets et bien des mystères. Et notamment des mystères un peu magiques. Donc écoutez, c'est hashtag Urban Fantasy, nouveau départ, magie, vampire. Bon, vous savez que la Urban Fantasy et moi, ça fait deux. Mais je trouve que là, ça avait l'air quand même assez mignon. Et je trouve qu'il n'y a pas ce côté... Je trouve que souvent dans la Urban Fantasy, on est limite... Alors, on frôle quand même presque souvent un peu la science-fiction avec le côté c'est notre société, mais c'est une société un peu... je sais, ça va vous faire marrer, mais vous savez, tout le monde porte du cuir, on est un peu en avance sur toutes les technologies et tout, et souvent ça me saoule très très vite en fait. Alors que là, pour le coup, je trouve que c'est un côté urban fantasy, mais beaucoup plus cosy en fait. Cozy fantasy, donc ça a l'air plutôt cool. Donc on verra. Écoutez, moi je pense que ça peut très bien aller avec Karma the Witch, c'est bien les deux petits livres un peu automnaux, vous voyez, pour la période octobre là, donc je pense que ça sera dévoré à ce moment-là. Écoutez, c'est tout, entre guillemets, pour ce que j'ai acheté au mois de juillet. Donc pour rappel, il y avait quand même beaucoup de livres à 2€, donc c'est aussi un peu pour ça que je me suis lâchée comme une dingue, parce que vous verrez en août, ça sera... je ferai peut-être un book haul d'ailleurs août-septembre, parce que à mon avis, il y aura pas assez d'achats pour que ça soit un peu pertinent. Ou alors, ça sera ma première vidéo qui fera pas 30 minutes. On le sait jamais. D'ici là, écoutez, je vous souhaite de passer de super lectures, j'espère que vous passez un très bon mois d'août aussi. Si jamais vous voulez me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et si vous n'avez pas le temps ou les petits commentaires c'est trop engageant, eh bien laissez-moi un petit tournesol, ça me fera très plaisir. En attendant, j'espère que vous aussi vous avez fait des petits craquages sympathiques. N'hésitez pas à me dire ce qui s'est rajouté dans votre palle au mois de juillet. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!